Si je devais résumer ma semaine, ce serait football, barbecue et montage. Mais à côté de ça, j'ai quand même essayé de mater quelques films. C'est parti. Tout d'abord, j'ai enfin rattrapé le Pinocchio de Matteo Garrone, sorti en Belgique en salle et pas encore disponible sur Prime, ce qui explique pourquoi j'ai mis tant de temps à le voir. Vous le savez, Pinocchio, je connais un peu. Et si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, allez voir cette vidéo. Mais avec cette version, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas devant un remake Disney. D'ailleurs, ceux qui l'ont découvert en pensant se retrouver devant une version live du classique de leur enfance ont dû être plutôt surpris. Parce qu'en effet, ici, on est beaucoup plus proche des écrits de Collodi, l'auteur du conte original, que de la version ciné des années 40. Et donc, oui, chez Collodi, Pinocchio est un sale gosse qui n'obéit pas, balance un marteau à Jiminy et finit pendu, avant de s'en sortir parce que les gens voulaient une suite. Et à propos de la pendaison, j'étais curieux de voir si Garrone allait aller jusque-là. Mais oui, totalement, on voit Pinocchio se balancer à un arbre, pendant que les deux qui l'ont pendu attendent sagement qu'il meure. Ouais, chez Disney c'était déjà un peu sombre, mais à la base c'était pire. Pour parler du film en lui-même, j'ai plutôt bien aimé. Déjà pour son côté proche du bouquin de base, qui apporte une certaine nouveauté, même si je suis certain que plein d'adaptations l'ont déjà fait, mais perso, j'avais jamais vu Pinocchio pendu avant. Peut-être dans celle-là, je sais pas. Puis j'ai aussi beaucoup aimé le look du film. Garrone vise une esthétique très réaliste, tout en soignant énormément sa photo. Ses décors, ses ambiances. Pour une adaptation de conte, c'est très léché. Et ce côté conte, justement, semble envahir le film petit à petit. Au début, c'est assez classique, ça se passe dans un village italien du siècle dernier, il y a une bûche qui bouge toute seule et une marionnette qui vit sans fil, mais c'est plus ou moins tout. Pinocchio est entouré d'humains, et à part lui, tout semble normal. Mais au fur et à mesure que l'intrigue avance, il va s'aventurer dans un monde de plus en plus proche du fantastique, avec des animaux à tête humaine, des singes parlants ne condamnant que des innocents, des fées, et évidemment, des enfants qui se transforment en ânes, et des monstres marins géants. Le film est peut-être un petit peu long, culminant à 2h05 quand même, mais il est très agréable à suivre, et puis Roberto Benigni reste un acteur pour qui j'ai beaucoup de tendresse, même s'il a tendance à en faire toujours un peu trop, mais un Benigni en sous-jeu, ce serait pas le Roberto qu'on aime. Ah oui, et il peut désormais dire qu'il a joué Geppetto et Pinocchio. C'est toujours ça en plus sur un CV, on sait jamais. Bref, vous l'aurez compris, je recommande plutôt cette version de Pinocchio, soyez juste prêts à recevoir quelque chose de différent que quand vous étiez gosse. Cette semaine, j'ai aussi vu le premier film de Dave Franco. Mais si, Dave Franco, le frère de l'autre. Il a joué dans Nerve, et ça fait 2 fois en 2 épisodes que je parle de Nerve, il faut pas que ça devienne une habitude. Alors qu'il galère un peu à se faire un prénom à Hollywood, il a pris quelques potes et sa femme et est passé derrière la caméra, pour adapter un script qu'il a lui-même coécrit. Dans The Rental, 2 frères et leurs copines respectives décident de partir en week-end pour décompresser, à base de balades sur la plage, jacuzzi et ecstasy. Parce que pourquoi pas. Sauf que comme dans une vidéo YouTube putaclic, ça tourne mal, les relations vont être testées, il y a une caméra qui va être trouvée, et à la fin, quelqu'un tue des gens. Et je spoil rien parce que c'est dans la bande-annonce. Bande-annonce que je viens de découvrir pour cette vidéo, et ce qui est sûr, c'est que le monteur est plutôt balèze. Parce qu'il fait passer le film pour un truc hyper tendu alors que en fait c'est pas vraiment le cas. En gros, sur moins de 90 minutes, on peut dire qu'il se passe vraiment quelque chose pendant 20, le reste du temps on s'ennuie un peu, on fait avancer une intrigue à coups de trucs hyper prévisibles qui nous touchent pas trop parce qu'on a aucun attachement au personnage, et puis à la fin ça part en couille. C'est une façon comme une autre de terminer ton film, hein. Par exemple dans Sunshine de Danny Boyle, je trouve ça très cool. Mais ici, comme on s'en fout un peu de tout ce qui s'est passé avant, qu'un taré avec un marteau décide d'en faire de la pâté pour chien, ouais, fais-toi plaisir mec. Et puis en plus c'est pratique, t'as pas besoin d'écrire une vraie fin à ton film. En vrai, je trouve ça un peu paresseux. Et apparemment Franco aurait l'idée de faire une suite, je suis pas convaincu. Heureusement les acteurs sont bons, surtout les 2 filles, Sheila Vand, que je découvre ici, et une actrice que j'aime beaucoup qui est aussi la femme de Franco, Alison Brie, vue dans Community, ou plus récemment dans Glow. 2 séries que je vous recommande chaudement. En tout cas que je vous recommande plus que The Rental, parce que c'est pas complètement un mauvais film, ça dispose d'une photo pas dégueulasse, mais c'est beaucoup trop générique pour être réellement intéressant. Mais bien entendu, la grosse info du week-end, c'était le DC Fandom, un événement que j'ai pas du tout suivi en direct et dont j'attendais pas grand chose, parce qu'il faut savoir que dans la guerre entre DC et Marvel, moi je suis un peu le gars au milieu qui dit qu'il y a du bon des 2 côtés, mais qu'il y a du très mauvais des 2 côtés aussi. Mais j'ai quand même été positivement surpris par ce qu'on est sorti. Alors je vais passer sur Wonder Woman 84, que j'irai voir, mais qui est pas non plus une attente ouf, et sur le fameux Snyder Cut, parce que je m'en fous un peu aussi. Je trouve cool pour lui que le gars puisse faire ce qu'il veut grâce à la pression des médias sociaux, et je verrai sa version avec une petite curiosité, mais je vais pas vous mentir, le DCEU jusqu'ici, ça m'inspire pas des masses. Retour rapide sur les quelques images de Suicide Squad, qui lui, pour le coup, me tente un peu plus. Déjà parce qu'on sait ce que James Gunn peut faire avec ce genre de film, et puis parce que le casting est bien balèze. Mais bien entendu, ce qui me hype le plus, c'est ce teaser trailer de The Batman. Alors déjà personnellement, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de cracher sur Pattinson, qui ne fait que prendre des risques depuis qu'il a quitté la saga Twilight, et a prouvé très vite qu'au-delà d'être un vampire à paillettes, il était surtout un acteur brillant. Et je pense que le traitement de son Batman
va lui permettre de le prouver encore une fois. Et puis un film Batman réalisé par Matt Reeves, rien que ça me vend le film. Réalisateur de Cloverfield ou des 2 derniers Planète des Singes, le mec est capable de nous sortir un blockbuster peu académique, mais ultra bien foutu, et avec des partis pris plutôt osés. Je sais que par exemple pour moi, le 3e volet de La Planète des Singes est un film qui m'a grandement marqué ces dernières années. Bref, tout ça pour dire que même avant l'arrivée des premières images, j'étais déjà partant. Et ce teaser n'a fait que me conforter dans mon idée. Sombre, très violent, rongé par son passé, le Batman de Pattinson sera pas un beau gosse milliardaire souriant. Au contraire, franchement, j'ai rarement vu Pattinson aussi peu à son avantage. On dirait le gamin émo qui était dans ta classe à 15 ans. Mais justement, comme un gamin cliché de 15 ans, ce Batman est plein de haine, de rage, qui va pas hésiter à déverser sur le premier gars qui le fera chier. La seule différence avec l'ado chiant, c'est que lui, il peut difficilement en vouloir à ses parents. Il est hanté par leur mort, et apparemment son logo serait formé à partir des restes de l'arme qui les a tués, et ça je trouve que c'est un détail génial. Et ce Batman ne recherche qu'une seule chose, la vengeance. Ajoutez à ça un Colin Farrell en pingouin méconnaissable, Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano en homme mystère et Andy Serkis en Alfred, et ça en fait l'un des films que j'attendrai le plus en 2021, en espérant que d'ici là la situation sanitaire aille mieux. Ah, et autre chose qui m'a bien fait marrer, c'est la petite pique à Disney, à la fin de leur trailer, mettant l'emphase sur le uniquement au cinéma. Au moment où on parle de plus en plus d'une arrivée de Black Widow sur Disney+, empruntant le même chemin que Mulan donc. Et pour ce qui est de ma recommandation, on va rester au cinéma, mais revenir en 2013, pour parler de l'injustement boudé Lone Ranger de Gore Verbinski. Vous aimez les westerns? Vous aimez les 3 premiers Pirates des Caraïbes? Alors vous pourrez que adorer Lone Ranger. C'est après avoir découvert le merveilleux Rango, du même réalisateur, que j'ai enfin décidé de me lancer dans ce film, dont j'avais en général pas entendu que du bien, et qui me rebutait aussi par sa longueur, parce qu'en effet 2h30 d'un film pas top, c'est quand même long. Mais si Lone Ranger est aussi long, c'est parce qu'il est extrêmement généreux. Et ça dans tout ce qu'il fait. C'est un film qui transpire d'amour pour le genre, qui veut exploiter ses possibilités, ses clichés, ses limites, tout en donnant à celui qui le regarde un grand spectacle de tous les instants. En fait, il m'a beaucoup fait penser à Pirates des Caraïbes 3, lui aussi mastodonte épique de presque 3 heures, qui en faisait toujours trop, mais uniquement pour le bien du spectateur. Ici, c'est pareil. Quand Depp en fait des tonnes, ça fonctionne. Quand Verbinski décide que la scène d'action finale durera presque 30 minutes, qu'il y aura un cheval qui court sur les toits, et qu'on y verra une course-poursuite entre 2 trains lancés à grande vitesse, on est pris par la scène parce qu'elle est réussie, très lisible et totalement fun. Maintenant oui, quand le film décide de s'arrêter et de pas avancer pendant 10 minutes, ça fait partie de la même optique. Tout faire plus gros, trop gros. Que Depp nourrisse son oiseau mort toutes les 2 minutes. Que William Fichtner soit le plus gros salaud au monde sans trop de raison. Que le riche méchant soit le cliché ultime. Mais pour moi ça passe, mais genre très bien. J'ai trouvé l'humour réussi, l'action palpitante, les personnages intéressants, bref, j'ai du mal à comprendre pourquoi le film s'est planté. En tout cas, si comme moi vous faites partie des déçus par les suites de Pirates des Caraïbes, Lone Ranger est bien meilleur que ces 2 films. Et vous devez lui donner une chance. Let's do this. C'est déjà la fin de cet hebdo, on se retrouve très vite pour parler de Tenet, qui a déjà l'air de pas mal divisé. J'ai hâte de me faire mon propre avis et de vous en parler. Ciao!